On va passer sur le deuxième thème, celui qui fâche, qui fait couler beaucoup d'encre, où il y a beaucoup d'incompréhension. Avant de poursuivre, j'aimerais qu'on suive d'abord ce petit document et ensuite on va commencer par Abro qui va poser ses questions au ministre. Faire au Rwanda était plus grande que la ville de Kigali pour être exploitée. Après cette visite, ils ont décidé d'en faire bon usage en investissant dans des activités agricoles qui incluent l'élevage en prenant note de la fertilité de ces terres. Patrick Nividandi nous en fait le point. Demande totale. Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les deux terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous voulons être le premier à commencer à faire des affaires au Congo-Brazzaville en tant qu'entreprise Sinagera et nous croyons que nous pouvons y cultiver et transformer du piment pour pouvoir vendre dans la région et profiter des ports pour l'exportation à tel point que nous pourrons envoyer ces piments vers le Rwanda. J'ai décidé d'y aller et de cultiver du maïs, du soja et des arachides car le sol y est très fertile. Nous sommes allés sur leur marché et nous avons constaté qu'ils importaient de la nourriture depuis la France et d'autres pays voisins. Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours. Mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Cette initiative a été déclenchée par une visite effectuée par le président Paul Kagame au Congo-Brazzaville au mois d'avril il y a 2 ans. Suite à cette visite, par réciprocité, le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville avait visité le Rwanda en juillet de l'année suivante. Le monde des affaires au Congo-Brazzaville nous a réservé un accueil chaleureux et s'est dit impatient de travailler avec nous pour satisfaire le marché local, régional et au-delà à travers le port de ce pays, le reste du monde. Je remercie donc le président de la République d'avoir travaillé et fait en sorte que nous obtenions ces terres tout en veillant à nos intérêts comme il le fait toujours. Nous étions sans voix quand nous sommes arrivés ici et maintenant nous devons cultiver et rendre cette terre productive. Il y a ici beaucoup de potentialités dans ce projet et cela peut résoudre nos problèmes de sécurité alimentaire et aider également d'autres pays tout en donnant plus de revenus à nos investisseurs. Mais c'est quelque chose que nous devons faire correctement et ensemble. Merci d'avoir suivi la vidéo. Alors, monsieur le ministre, je vais vous poser la question de savoir, est-ce que c'est un faux pas, cette vidéo? Est-ce que ça a mis du feu aux poudres? Parce que ces accords ont été signés, ça fait bientôt 1 an, et quand cette vidéo est arrivée, ça a créé une espèce de tohu-bohu sur les réseaux sociaux. Des gens se sont réveillés, on a l'impression que ça s'est passé il y a quelques jours, sauf que les accords ont été signés il y a quand même quelques mois. Bon, que dire? Si ce n'est vous rappeler qu'en tant que ministre des médias, j'ai la possibilité d'accéder aux interlocuteurs qui publient ce type de reportage. Bon, moi, ça me laisse sans voix, je dois vous dire. Ça me laisse sans voix parce que j'ai eu un contact récent avec les chargés de communication de l'ambassade du Rwanda au Congo qui m'ont effectivement confirmé que ce reportage, parce que je doutais même de son authenticité, c'est pour vous dire, que ce reportage semble avoir été diffusé sur leur télé publique, la chaîne rwandaise, et nous avons eu un échange avec le chargé d'affaires et la chargée de communication qui a consisté à nous interroger sur le caractère cohérent de cet élément. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure, mais le caractère même cohérent. Et la réponse qui m'a été faite, je vous la livre telle qu'elle m'a été faite. Après, vous en jugerez, de la pertinence de l'affaire. D'abord, ils se sont excusés parce que ce qui a été diffusé n'est pas en rapport avec notre accord global de coopération d'un côté et avec
la mise à disposition de terres pour la production de ricin de l'autre, détails sur lesquels je reviendrai. Ça, c'était donc de leur part un premier acte qui consistait à dire « nous non plus, on ne comprend pas ». Deuxièmement, ils m'ont fait part d'une double subtilité de langage. La première, vous n'aurez pas manqué de remarquer, et pour ceux qui vont au Rwanda, une bonne partie de la population est devenue anglophone, premièrement. Donc, il y a toujours parfois des difficultés entre la compréhension qu'on peut avoir d'une situation, son appréhension même sur le plan matériel, et puis la façon dont on en parle dans un autre langage. L'autre subtilité est la langue nationale du Rwanda. Ils m'ont dit, les mots comme offrir, donner, etc., dans leur langue, mettre à disposition, donner, etc., ce sont les mêmes idiomes, c'est-à-dire les mêmes mots. Donc, ils se sont eux-mêmes posé ce genre de questions. Est-ce qu'il n'y a pas eu une maladresse là-dessus? Donc, je tenais quand même, vous avez parlé de ce reportage qui effectivement a mis le feu aux poudres. Et donc, en tant que ministre des Médias, je me suis rapproché du pays concerné qui a une ambassade chez nous. Et voilà à peu près les réponses qui m'ont été faites. Ce n'est pas moi qui ai donné ces réponses, je vous livre les réponses qui m'ont été faites. Je tourne cette page, parce que celle-là, c'est anecdotique, c'est de rappeler qu'on est deux pays avec une langue véhiculaire qui n'est pas la même, qui n'est plus la même, et puis des langues nationales qui parfois ont des subtilités qui nous échappent. Revenons au problème que vous avez évoqué, c'est-à-dire les accords, comme on dit aujourd'hui, avec le Rwanda. Il faut d'abord évoquer un sujet, c'est que la République du Congo a conclu un accord global de coopération avec la République du Rwanda. Cet accord global de coopération, qui est un cadre juridique, a été accompagné, complété par des accords sectoriels sur le foncier, parce qu'ils recherchent chez nous une certaine expertise en matière foncière, eux, les Rwandais, comme la Guinée équatoriale l'a fait d'ailleurs il y a quelques mois, où le président de ce pays a invité le ministre d'État Mabiala à venir exposer à son gouvernement les subtilités d'une politique foncière qu'il estimait, lui, un peu comme le Rwanda avec lequel on a conclu cet accord, qu'il estimait éminemment positive. Il y a des accords sectoriels sur la formation qualifiante, l'emploi, sur les PME, sur toute une série de matières, la construction d'un port sec à Dolisie, etc., etc. Ça, ce sont les accords sectoriels qui complètent l'accord global qui est le cadre de référence de nos relations avec le Rwanda. Ces accords, nous les passons tous les jours avec un certain nombre de pays. On a signé un cadre stratégique global avec la Chine depuis des années. Il y a des accords globaux de coopération avec des pays frères dans la sous-région et un peu plus loin en Afrique, avec des pays plus lointains. C'est donc, excusez-moi l'expression, de la routine diplomatique. C'est de la routine diplomatique. Ces accords connaissent pour certains début d'exécution et pour d'autres sont en attente d'être mis en œuvre. Il y a, dans le cadre de ces différents secteurs et ces différentes possibilités de coopération, un accord qui est essentiel, c'est celui de la protection des investissements. Parce que quand un pays doit investir dans un autre pays, il souhaite deux choses, la stabilité, bien entendu, ils l'ont, mais il y a aussi nécessairement la nécessité de protéger les investissements. Là également, on est dans un grand classique, il y a un accord global de protection des investissements qui nous lie aujourd'hui à la République du Rwanda, et cet accord attend, parmi d'autres, une ratification parlementaire. Maintenant, le sujet qui fâche, c'est les accords dits de mise à disposition de terres. Alors, la genèse, c'est quoi? Vous connaissez Eni Congo, qui est une société pétrolière dont une des filiales est de droit congolais chez nous et exploite le pétrole
une partie de notre pétrole chez nous. Eni Congo a sollicité le gouvernement de la République du Congo pour dire « Nous sommes en mesure et nous souhaitons produire du biocarburant », donc un carburant qui soit plus propre et en rapport avec les nouvelles normes et exigences environnementales et écologiques. Et dans ce cadre-là, le biocarburant que nous voulons produire nécessite l'utilisation d'un intrant, c'est-à-dire d'une matière première qui s'appelle le ricin. Ce ricin, il faut donc le produire. Et on ne le produit pas en l'air, on le produit en plantant et des arbres et un certain nombre d'intrants sur des terres. Dans ce cadre-là, une fois que cet accord a été conclu entre le gouvernement congolais et Eni, il fallait trouver des partenaires en mesure d'assurer la production de ricin sur notre territoire en vue de sa transformation en biocarburant. Dans ce cadre-là, des sociétés, et là on ne parle plus de la République du Rwanda, on parle de sociétés. Des sociétés, et une en particulier, ont marqué leur motivation et leur envie de venir au Congo pour fabriquer du ricin. Et donc, disposer d'espace pour planter les intrants nécessaires à la fabrication du ricin. Alors, celle qui a été retenue, j'ai son nom ici, qui s'appelle Massafield Ventures Congo. Cette société, se portant candidate à la production du ricin, a obtenu du gouvernement de la République ce que l'on appelle des autorisations provisoires d'occuper. Et retenez bien les trois termes, autorisation provisoire d'occuper d'une durée de 2 ans sur 5 sites dans 3 départements de notre pays. Il y a des sites dans le Nyari, dans la Bwenza, et un site à Kindamba, dans le Poul. Alors, nous avons précisément une terre à Madingu, une autre à Ludima, une à Luvaku, une à Makabana et une enfin à Kindamba. Autorisation provisoire d'occuper. Cela veut dire que le gouvernement congolais a mis un certain nombre de verrous pour maîtriser le processus et vérifier l'expertise et la capacité de cette entreprise à réaliser ce pourquoi elle est venue au Congo, c'est-à-dire produire du ricin pour le compte du projet que nous avons de biocarburant avec Eni Congo. L'autorisation provisoire d'occuper est un mécanisme juridique simple, c'est nous vous donnons 2 ans, 24 mois, pour nous apporter la preuve, d'abord que vous maîtrisez la technique qui permettra sur tel terrain de produire du ricin et éventuellement de vérifier si le terrain lui-même est favorable à cette production. Autorisation provisoire d'occuper de 2 ans. Au terme de ce délai, il est prévu à ce moment-là, puisque l'entreprise aura commencé à installer les préalables à la fabrication du ricin, nous aurons pu nous enquérir, nous assurer de sa capacité, de son expertise. À ce moment-là, au terme des 2 ans, nous lui délivrerons ce qu'on appelle une autorisation express d'occuper. Et à ce moment-là, cette autorisation express d'occuper sera d'une durée que nous avons fixée, nous, la partie congolaise, nous, les pouvoirs publics, à 20 ans. 20 ans, pourquoi ? Parce qu'on est dans des considérants liés à la nécessité d'installer une production, de laisser le temps à cet investisseur de produire, de permettre la transformation de cette production de ricin en biocarburant. Donc, il nous est apparu que le délai suffisant pour permettre à toutes les parties de prendre la mesure de ce qu'il y avait à faire était de 20 ans. Mais pas 20 ans figés où on dirait d'ici 20 ans, on ne peut plus rien faire, on ne pourra rien retirer, un gouvernement qui arriverait derrière et qui aurait peut-être d'autres idées pour l'utilisation de ces terres
ne pourrait plus les récupérer pour faire autre chose. Non, c'est réversible. C'est-à-dire qu'à tout moment, les pouvoirs publics peuvent dire « c'est bon, on arrête, on ne fera plus de ricin à cet endroit » ou on en récupère certaines, il y en a 5, on en récupère 3, 2, peu importe. Il n'y a rien d'irréversible. Et les verrous, c'est quoi? C'est d'abord que c'est le gouvernement, l'État, les pouvoirs publics qui pilotent. C'est ensuite que la loi foncière au Congo exige qu'une entreprise qui vienne disposer, dans le cadre d'une autorisation express qui suivrait l'autorisation provisoire, disposer de la possibilité de produire sur une terre qui est en quelque sorte louée, que l'entreprise soit de droit congolais. Et donc l'entreprise dont j'ai parlé tout à l'heure est la filiale congolaise de droit congolais d'un groupe rwandais. Vous voyez bien que nous avons pris toutes les garanties pour nous assurer de la maîtrise du processus et de la possibilité à tout moment pour l'État, s'il constatait un manquement, un dysfonctionnement, de revenir sur cet accord. Alors, j'entends bien ce qui est dit par nos compatriotes, c'est une cession. Ce ne sont pas des cessions. La cession, en droit foncier congolais, c'est ou une vente, c'est-à-dire que vous prenez un terrain et vous le vendez à un tiers, ou c'est une cession à titre gracieux, c'est-à-dire vous donnez un terrain à quelqu'un. Ce n'est pas une cession. Le mot cession est impropre. Et d'ailleurs, nous mettons au défi ceux qui estiment qu'il s'agit d'une cession de nous en apporter la preuve. Parce que nous devons expliquer à nos compatriotes comment se passe justement une cession, quand il y a cession. Là, ce sont des autorisations provisoires qui prennent la forme d'arrêtés qui sont rendus publics, publiés au journal officiel, donc avec toutes les formalités qui permettent de dire il s'agit d'une location qui va être à un moment donné, quand l'autorisation s'expresse, de longue durée, et donc c'est publié au journal officiel. Alors la cession, que ce soit un don ou que ce soit une vente, la cession c'est autre chose. La cession c'est autre chose. Vous savez comment se passe la cession d'un bien relevant du domaine public? Il y a d'abord un arrêté, plutôt un décret pris par le gouvernement en Conseil des ministres. Un décret de cession. Il est pris en Conseil des ministres. Ce décret vaut acte de vente. C'est-à-dire que quand l'État dispose d'un bien relevant de son domaine public, en l'occurrence, il ne va pas chez le notaire pour faire établir, comme vous le feriez vous, ou comme moi je le ferais en tant que particulier, pour demander au notaire de nous accompagner en rédigeant un acte de vente. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est une procédure publique où le Conseil des ministres adopte un décret de cession. Et vous verrez même, je suis au Conseil des ministres depuis quelques années maintenant, les décrets de cession, donc de vente ou de don, sont accompagnés des données cadastrales. C'est-à-dire que vous avez une carte qui est jointe au décret, et ce qui permet même de regarder la contenance de ce qui est vendu ou de ce qui est donné. C'est public, c'est un décret. Et donc, je mets au défi, nous mettons au défi, pas moi en tant qu'individu, mais les pouvoirs publics, nous mettons au défi ceux qui parlent de vente ou de cession, mais c'est la même chose, vente ou don, cession donc, de nous produire un décret de cession concernant ces 5 terrains. Voilà, il n'y en a pas parce qu'il n'y a jamais eu d'acte de cession adopté par décret en Conseil des ministres. Une fois que vous achetez dans ces conditions-là, ou que vous recevez en don, là je parle toujours de la cession, c'est le processus que je suis en train de vous décrire. La partie qui a intérêt à rendre définitif la cession dont elle bénéficie, soit qu'on lui ait donné, soit qu'elle ait acheté, c'est bien le nouveau propriétaire. Et ce nouveau propriétaire a une obligation juridique qui est la suivante, c'est d'aller immatriculer son bien auprès des services fonciers. Et c'est quand il a immatriculé ses biens qu'il obtient des services fonciers un titre
foncier. Voilà le processus de cession. Eh bien, là, nous parlons d'arrêtés qui sont une forme de mise à disposition provisoire en attendant ce qu'on appellerait par ailleurs des baux amphithéotiques, mais là, le terme, pour des raisons administratives, n'est pas appliqué ici ou applicable ici. Il s'agit donc en quelque sorte de baux amphithéotiques, mais il ne s'agit pas de cession. Et là également, je mets au défi ceux qui parlent de cession, non seulement de trouver les décrets de cession, parce qu'il n'y en a pas, il n'y a pas cession. Et que si jamais ils estimaient que le gouvernement est en train de les balader et en train de les endormir, ben, puisque le processus de publicité foncière est vérifiable, il faut aller au cadastre, il faut aller auprès des services. Vous verrez s'il y a eu des demandes d'immatriculation faites par qui que ce soit venant du Rwanda pour les terrains dont nous parlons. Ça n'existe pas. Et encore une fois, je mets au défi les gens de publier des textes administratifs qui contiennent des actes de cession en faveur de cette entreprise ou de quelque tiers que ce soit. Il n'y en a pas. Et puis quand on vend, il y a un prix. Quel est le prix? Le décret, il n'existe pas. On ne donne pas de prix. Il n'y a pas d'immatriculation et il n'y a pas de titre foncier derrière. Moi, c'est ce que j'appelle une sorte de Mokele-Bembe, c'est-à-dire le fameux monstre du Loch Ness qu'on avait au Congo, paraît-il, dans la Likwala. Tout le monde en parle, mais personne ne le voit. Eh bien là, tout le monde parle de cession et personne ne voit de cession, parce qu'il n'existe pas de cession. Voilà, je tenais quand même à indiquer cela. Et vous savez, le gouvernement, nous sommes un peu comme Galilée. Vous connaissez la tragique histoire de Galilée, qui, jusque sur le bûcher, continuait à dire, parce qu'il avait dit, et l'Église n'avait pas apprécié, que la Terre était ronde, qu'elle tournait sur elle-même et qu'elle tournait autour du Soleil. Et même sur le bûcher, au moment où on allumait le bûcher, il disait « et pourtant elle tourne ». Eh bien, nous sommes un peu comme Galilée, nous disons « et pourtant il n'y a pas de cession ». Il n'y a pas de cession. Il appartient à ceux qui veulent démontrer qu'il y a une cession d'apporter des preuves. Mais les preuves ne sont pas cachées dans les officines du gouvernement. Le cadastre et les services de publicité foncière ont ceci de particulier. C'est que, monsieur, madame, quand nous achetons un bien, je deviens propriétaire d'un bien. Quelle est la diligence, ou en tout cas, quels sont les actes nécessaires que j'ai à prendre? Ben, c'est tout simplement à rendre ma vente, ou mon acquisition en l'occurrence, parfaite. C'est-à-dire que je puisse l'opposer à des tiers. Parce que vous savez qu'en matière de droit immobilier, de droit réel immobilier, il peut y avoir parfois des chevauchements, des concurrences. Donc, mon intérêt quand j'achète un bien, je vais directement l'immatriculer et ensuite, je m'arrange pour avoir le titre. Parce que le titre a une valeur d'abord déclarative de ma propriété, mais en plus, il a une valeur fiscale, comme vous le savez. Tous ces éléments-là, il n'y en a pas dans notre cas. Et c'est pour ça que je vous marque notre détresse qui consiste à avoir une forme de désinformation générale sur des éléments dont n'importe lequel d'entre nous, ces acteurs politiques, administratifs, tous ceux, nos compatriotes, jusque et y compris les plus humbles, peuvent vérifier. Il suffit d'aller au cadastre, c'est public. Donc, mais, monsieur le ministre, sur l'existence, sans pour autant vous couper, eh bien, est-ce qu'il y a pas eu un problème? Je finis ma phrase, ne font pas l'effort élémentaire d'aller vérifier les textes. C'est cela d'abord le problème. Donc, je tenais, puisque c'est un problème qui, je vous le confirme, fait couler beaucoup d'eau et beaucoup d'encre, et depuis un moment, vous aurez remarqué que j'essaye en tout cas d'apporter de la part du gouvernement, qui n'a peut-être pas assez communiqué en amont, ou en tout cas pas suffisamment clairement sur le contenu et des accords, parce que vous voyez, il faut distinguer les deux. Les accords, c'est des accords, j'ai parlé des accords tout à l'heure. C'est autre chose. C'est entre deux gouvernements, deux États. Il y a là, pour les 5 sites, pour le Ricin, un accord que je qualifierais presque de triangulaire entre un opérateur pétrolier qui veut faire du carburant, du biocarburant, du carburant propre, un gouvernement qui dit « top là, je peux vous mettre à disposition des terres », mais le problème, c'est qu'on n'a pas une capacité de production, une expertise pour la production. Une entreprise se présente et ça rend triangulaire l'ensemble du processus et on lui met à disposition sous la forme d'abord d'autorisation provisoire parce qu'on est prudent et on vérifie si elle est capable, et ensuite, au terme des 24 mois, on transforme cela en une sorte de bail amphithéotique qu'on appelle dans notre législation des autorisations express d'occuper.
Elle passe de provisoire, qui est réversible à tout moment, à express, qui elle-même est réversible, mais qui permettent simplement le développement de la production et de l'investissement. Donc, c'était nécessaire de le dire. Et je n'ai pas parlé de la ferme de Massangui, parce que vous pourriez me rétorquer, mais là-bas, vous avez donné directement une autorisation express, normale. Cette ferme est une ferme appartenant à l'État. Elle est destinée à produire du ricin, pardon, pas du ricin, du maïs et du soja. On va dire que la terre a déjà produit en amont, antérieurement, du maïs et du soja, et qu'il n'y avait pas la nécessité de nous assurer qu'effectivement la terre était productive, quelle, et on a délivré à l'entreprise concernée, elle s'appelle Eleveco Congo, on lui a délivré directement une autorisation express d'occuper pour une durée de 20 ans. Donc, ce n'est que ça, Evelyse, ce n'est que ça. Mais, monsieur le ministre, moi je me dis aujourd'hui, il y a eu cette, entre guillemets, tempête entre les juristes de cuisine et de salon qui ont prôné la désinformation, qui jouent sur les sensibilités. Est-ce que vous n'avez peut-être pas assez communiqué ou trouvé la bonne forme de communication? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on va dans les villages, le sentiment, les populations se disent que nous, on va être chassés de nos terres parce qu'il y a des Rwandais qui arrivent. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque part un défaut d'information ou vous n'avez pas suffisamment, peut-être en langue locale, aller voir les communautés de communes, d'agglomération, les chefs du quartier, les chefs de bloc pour sensibiliser, pour qu'on puisse mieux comprendre? Aujourd'hui, on a la chance de vous avoir sur le plateau, donc on comprend mieux par rapport à tout ce débat qu'il y a eu sur les réseaux sociaux où chacun il va de son propre tribunal et au final, on se retrouve à se canarder les uns les autres alors que l'information, elle est là. Bon, vous savez, je suis, au-delà de mes fonctions gouvernementales, un homme politique et n'attendez pas de ceux qui sont hostiles au gouvernement en place qu'ils soient de bonne foi quand ils essayent de peindre en noir et seulement en noir l'action du gouvernement en fonction. C'est clair que si on voulait de la gentillesse, ce n'est pas dans le monde politique qu'on la trouvera et surtout pas dans nos opposants. C'est de bonne guerre. La difficulté, et je l'ai confessé tout à l'heure, je l'ai avoué tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas mesuré assez l'importance de préciser un certain nombre de choses concrètes sur ce dossier, ce que je viens de faire. Mais vous évoquez une question autre, qui elle-même est sensible, et qui va amener le gouvernement à commencer à se déployer sur les différents sites par ailleurs. Les accords dont nous parlons, que ce soit celui de production du ricin sur les 5 sites, ou que ce soit la ferme, le ranch de Massangui, ces accords n'impliquent en aucune manière, et je dément formellement qu'il puisse y avoir l'importation massive de main-d'œuvre venus du Rwanda pour remplacer nos populations, qui elles sont les populations locales sur place, pour produire, pour être employés sur ces sites. Ces accords, parce qu'on ne peut pas non plus passer son temps à les lire et relire publiquement, ces accords ne prévoient qu'une seule chose, l'exclusivité d'utilisation de la main-d'œuvre congolaise. Et je préciserai même la main-d'œuvre locale. C'est-à-dire que pour être concret, quelqu'un qui, le site de Kindamba qui va produire par exemple, ou on peut citer les autres, Madingu, Makabana, etc., qui vont produire ce ricin, on va utiliser en priorité même pas la main-d'œuvre congolaise d'ailleurs. C'est-à-dire moi qui suis peut-être de Sibiti, je dis tiens, j'ai envie d'aller à Kindamba ou Makabana, on va dire non, on prend d'abord les Congolais de Kindamba ou de Makabana. C'est précis. On parle de la main-d'œuvre locale. Il n'y a dans ces accords et ces autorisations expresses, il n'y a rien qui concerne l'arrivée massive ou non de main-d'œuvre rwandaise. Il s'agit d'un mensonge et d'une désinformation. Par contre, il y a ce qui existe couramment en matière d'investissement. Moi, j'investis dans un pays parce qu'on me dit, vous savez produire du ricin, amenez-nous votre expertise et puis aussi vos capitaux parce qu'il va bien falloir qu'on construise des bases vie, qu'on amène du matériel et des outils pour produire ce ricin. À ce moment-là, vous n'allez pas demander à un investisseur, en plus de lui avoir dit la main-d'œuvre,
attention, c'est que la main-d'œuvre locale, hein, pas de, tu fais venir personne. Mais vous lui dites en plus, mais les cadres qui vont encadrer ces gens, ah non, tu prends que des Congolais. Il va dire, ben non, moi je ne les connais pas, vos Congolais qui seraient mes cadres. Moi, j'ai quelques managers que je voudrais effectivement faire arriver là-bas, qui vont encadrer le chantier. Sinon, il ne va pas investir, le monsieur. Si vous le liez déjà sur la main-d'œuvre, ce qui est normal. C'est notre pays, on a l'occasion de produire sur une terre qui nous appartient, et on va bien entendu, charité bien ordonnée, commençant par nous-mêmes, demander, obliger au recrutement de nos compatriotes pour la production. Mais on ne peut pas obliger l'investisseur, quelque part, à dire, on va en plus vous lier les mains, vous allez prendre des gens que vous ne connaissez pas qui vont assurer le management du chantier. Mais ça, c'est l'application normale des règles d'investissement. On peut l'appliquer à n'importe quel secteur. Tenez, j'ai été pendant des années ministre des télécoms. On a des opérateurs chez nous, RTL, MTN et autres. Ben, ces gens-là, c'est eux qui investissent une fois qu'ils ont eu l'agrément ou la licence. Vous les obligez à prendre, bien entendu, de la main-d'œuvre locale, c'est-à-dire les agents, ce sont des Congolais, en très grande priorité, voire exclusivité, mais vous ne pourrez jamais les obliger à nommer un top management qui soit absolument et obligatoirement congolais, sinon ils ne viennent pas. C'est ça la règle du capitalisme. L'emploi exclusivement réservé à nos compatriotes, et je précise, ceux qui habitent dans les districts concernés, en priorité. Maintenant, il pourrait y avoir des Congolais venus d'un département voisin ou d'un district voisin, pourquoi pas, mais la priorité en termes de recrutement, ce sont les gens qui habitent là-bas. C'est personne d'autre, il n'y a pas de Rwandais qui serait parachuté là-bas, qui viendrait en charter ou en bateau ou ce que l'on veut. Ce n'est pas prévu dans les textes. Ça, je vous le garantis. Et j'invite les gens, effectivement, je les mets encore une fois au défi, ceux qui disent le contraire, à produire des éléments qui vont dans ce sens-là et qui diraient le gouvernement a menti. Et je le dis solennellement, je le dis sur une antenne où tout le monde peut suivre. Et vous pourrez faire ce qu'on appelle la VAR, puisqu'il paraît que c'est comme ça sur la toile. Le ministre avait dit tel jour, c'est-à-dire le 2 juin 2023, qu'il y aurait une interdiction de recruter des étrangers. Ben là, on a découvert que sur tel site dont il a parlé, ben là-bas, il y a des Rwandais, des Chinois ou ce que l'on veut. Et à ce moment-là, je vous autoriserai à publier la VAR. Et je m'en excuserai. Mais comme je suis sûr de moi, je vous garantis qu'effectivement, il y a une exclusivité de recrutement de nos compatriotes. Alors ça, c'est sur l'explication technique. Mais je vais vous confesser quelque chose. Quand nous avons reçu les prêtres, le clergé catholique, l'un des évêques nous a dit, monsieur le ministre, au fond, monsieur le Premier ministre et messieurs les ministres, puisque nous étions les ministres accompagnant le Premier ministre lors de cet entretien. Un des évêques nous a dit, au fond, le problème qui se pose, c'est que les Congolais ont peur des Rwandais. Le fond du problème, il est là, monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre, messieurs. Les Congolais, certains, ont peur des Rwandais. Mais la peur, la psychose, puisqu'employons ce terme-là, elle est souvent irrationnelle. Vous savez bien qu'elle est souvent irrationnelle. Vous avez quelqu'un, par exemple, qui va avoir une phobie sur quelque chose, dès qu'il sera mis dans les conditions de cette phobie, il va être effrayé. C'est ça le fond du problème. Alors, pour rassurer nos compatriotes, d'abord, il faut préciser, qu'il n'y a pas cette main-d'œuvre importée qui viendrait au Congo. Ce n'est pas prévu sur tous ces sites, c'est-à-dire les 5 du Ricin et le ranch de Massangui. Il n'est prévu que le recrutement des populations locales. 2, on a quand même essayé de réfléchir. Pourquoi cette psychose? Elle est incompréhensible. Mon cher frère, je crois c'est Bouka, c'est ça? Chrissy Bouka, voilà. Qui va… Et la marquise de Vinza. Je vais vous dire ceci. Nous oublions parfois de nous rappeler des leçons de l'histoire. On ne se rappelle pas des leçons de l'histoire. 1997. En 1997, il y a une guerre civile en RDC, ce qu'on appelait le Zaïre à l'époque. Et où nous avons une poussée militaire de feu le président Laurent Désiré Kabila, qui part de l'Est
et qui finit par arriver à Kinshasa pour prendre le pouvoir et transformer le pays en RDC. Mais depuis 1994, il y avait des camps de réfugiés de Rwandais ayant fui leur pays, et souvent d'ethnie dite Hutu. C'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque, puisque vous savez qu'aujourd'hui, la République du Rwanda a interdit l'utilisation des différences ethniques entre Hutu, Tutsi et Twa. Je crois que la troisième ethnie qui est toute minoritaire, c'est les Twa. On n'emploie plus ce terme, on dit Rwandais, point barre, et il n'y a plus de distinction ethnique. Mais les camps de réfugiés qui étaient à l'est de ce qu'on appelait le Zaïre étaient remplis de Rwandais dits Hutus et qui, devant la poussée militaire, ont fui vers l'ouest. Et quand le président Kabila a pris les affaires en main à Kinshasa et dans la RDC, ils sont tous passés massivement au Congo-Brazzaville. Ils ont traversé à Brazzaville et dans d'autres parties de notre République. Mais ces gens qui sont plusieurs milliers depuis 97, 27 ans, ils sont toujours sur notre territoire. Ils sont là. Alors, c'est plutôt, je dirais, monsieur le ministre, la psychose des relations entre le Rwanda et l'Est. Non, je reviens là-dessus. C'est ça qui crée la psychose en se disant qu'ils vont venir chez nous. Non, je reviens là-dessus. Dans la même situation. C'est surtout ça, en fait. Non, mais je reviens là-dessus. Madame, 97-2024, il s'est passé une génération, 27 ans. C'est bien des Rwandais, c'est pas des Guatémaltèques ou des Espagnols dont on parle de Rwandais. C'est pas le même peuple, Rwanda. Je ne sais pas, si c'est des Rwandais, c'est des Rwandais. Si ce sont des Rwandais qui sont installés chez nous depuis 27 ans, qui ont fait souche, qui ont parfois épousé des conjoints ou conjointes congolais, qui ont fait des enfants, qui ont vu leurs enfants venus avec eux grandir, bref, des gens qui depuis 27 ans sont sur notre territoire. Est-ce que nous pouvons relever vis-à-vis de cette communauté rwandaise présente chez nous depuis 27 ans, une génération, de l'agressivité, de la délinquance? On parle des bébés noirs, on en a parlé dans la première partie de notre entretien. Je n'ai pas entendu, un de nos frères tout à l'heure me demandait des statistiques avec des ratios. Il y a au moins une statistique que je peux là vous communiquer sur le sujet. Il n'y a pas de Rwandais parmi les bébés noirs. Merci, monsieur le ministre. C'est de la psychose. Ce n'est pas plus que de la psychose. Et cette psychose, tout en pouvant comprendre qu'elle existe, eh bien, nous devions, et c'est pour ça que je suis devant vous pour vous exposer ces faits de manière tout à fait objective, pour essayer de faire baisser cette psychose et l'éliminer. Donc maintenant, je vous laisse, je suis désolé d'avoir été très long, mais il fallait poser les bases du débat. Vous aviez une question, Evelyse, vous avez dit oui, mais non, ce qu'on reproche, c'est peut-être au niveau diplomatique. Bon, je vais vous laisser peut-être me poser la question. Alors, je reviendrai dessus, monsieur le ministre. Chris Ibouka, je te laisse poser ta question. Bonsoir, monsieur le ministre, et merci de nous avoir honorés de votre présence ce soir. Monsieur le ministre, je vais directement mettre les mains dans le combi. Nous sommes très, très honorés de tous ces éclaircissements parce qu'aujourd'hui, cela relève, on va dire, de votre ministère. Il y a une sorte de laxisme ou de vide, en tout cas au sein des réseaux sociaux. Et beaucoup de personnes mal intentionnées parfois se sont érigées comme des maîtres des réseaux sociaux afin de propager, en tout cas, leurs compétences peut-être ignobles ou leurs compétences erronées sur plusieurs sujets congolais. Et c'est là où j'en venais ma première question concernant votre ministère. N'a-t-il pas une cellule dans votre ministère qui s'organise pour répondre à ce genre d'attaque? Je les vois comme une attaque envers la nation parce que lorsque, très récemment, on a suivi sur une chaîne aussi sur Internet, il y a eu ce coup d'État en RDC, on a attribué ça par exemple au Congo-Brazzaville. Vous voyez que, et c'était des compatriotes congolais dans une chaîne qui attribuaient, donc qui imputaient de tort leur propre pays en les exposant à la face du monde. Donc tout ce vide-là, monsieur le ministre, est-ce qu'il n'y a pas comme une cellule de communication qui pouvait déjà contrecarrer ou encore s'attaquer à ce genre d'infox ou d'intox? Bon, vous savez, les réseaux sociaux ont ceci de positif que souvent, à travers le monde, ils permettent de mettre le focus parfois sur des événements
relevant de l'injustice, d'actes délictuels ou d'actions qui, sans l'action des réseaux sociaux, n'auraient pas pu être mises au jour. Donc, je ne tirerai jamais sur le principe, c'est un espace de liberté. Il est essentiel aujourd'hui parce que la technologie, il faut vivre avec son temps. Il y a 30-40 ans, un ministre de la Communication n'avait pas à affronter les réseaux sociaux, ça n'existe pas. Donc son travail était différent. Je ne dirais pas plus facile, mais différent. Aujourd'hui, effectivement, nous avons cet espace foisonnant où vous avez, comme dans la société, de tout. Vous avez des gens bien, vous avez des gens un peu moins bien, vous avez des gens irresponsables, vous avez des gens responsables. Mais il faut accepter cela, c'est comme dans la société, comme dans la vraie vie. On accepte. Donc, je ne jetterai pas la pierre sur le foisonnement des réseaux sociaux. Je n'évoquerai pas non plus ceux qui ont pu ou peuvent dire des choses. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est d'utiliser votre audience, celle que vous m'accordez aujourd'hui en tant que réseau social, justement, pour tenter de répliquer, ou en tout cas, tenter de donner plutôt que répliquer, même pas la peine, plutôt de donner la position institutionnelle, la position de l'État. Après, les gens en font ce qu'ils veulent. Ils disent il ment pas, ça nous a édifiés, ou alors ça ne nous a pas édifiés. Les réactions n'appartiennent qu'à ceux qui doivent réagir. Donc, non, il n'existe pas aujourd'hui de cellules particulières. Nous avons un certain nombre d'amis, de partenaires qui interviennent et qui essayent de rétablir les faits. Aujourd'hui, je suis un peu le général de cette armée médiatique, parce que moi-même, je monte au créneau. Bon, j'espère ne pas mourir au front, et j'espère que ça sera l'occasion pour nous de commencer à rétablir les faits, ou en tout cas notre vérité, et celle qui correspond à l'action que nous avons menée. Donc, de ce point de vue-là, je ne jette pas la pierre sur les réseaux sociaux et je ne parle pas de ceux qui les utilisent à des fins politiques ou autres. Ce n'est pas mon problème. La vraie question qui se pose, c'est que je crois que nous n'avons pas assez pris en compte ces réactions épidermiques qui ont été amplifiées, accentuées, accélérées par un certain nombre d'acteurs politiques. Là, je peux en parler, je parle d'acteurs politiques, là maintenant. Et que j'ai cité lors d'une précédente interview il y a 2 ou 3 jours, il y a des acteurs politiques qui sont parfois au sein de la diaspora, qui ont été éjectés du pouvoir il y a quelques années par la porte et qui tentent de revenir par la fenêtre en essayant de distiller de la désinformation. Et on a tous suivi des audios, parfois en langue vernaculaire, visant même une population précise, parce que si on parle une langue vernaculaire qui n'est pas une de nos langues nationales, c'est qu'on vise une certaine population et qu'on invite cette population à avoir un comportement de quasi-rébellion vis-à-vis des actions menées par l'État et par le gouvernement en particulier. Donc cela, on condamne, bien entendu, parce que là, ces acteurs ne le font pas pour le bien des populations, puisque j'ai dit tout à l'heure que les emplois, ce sont les mêmes populations que ces gens, ces politiciens essayent d'exciter, qui vont les occuper. Donc quand ils décident de leur dire n'acceptez pas ça et refusez cela, on va faire la pagaille, et vous devez vous révolter, ils ne sont pas pour ces populations-là qui vont enfin trouver du travail. C'est pas facile. Moi, je suis un élu de zone en partie rurale. Il y a une partie urbaine à Sibiti et une partie rurale. Il faut voir comment nos compatriotes vivotent, souvent sans revenus. Si on a l'occasion de leur apporter une activité qui va leur permettre sur une longue durée, vous vous rendez compte, 20 ans. 20 ans à hauteur d'homme, nos jeunes de l'année de la jeunesse dont vous avez parlé, ceux-là qui ne sont pas les jeunes à Brazzaville ou à Pointe-Noire ou dans une agglomération, ils vont trouver de l'emploi pour 20 ans. Avec tous les avantages qu'il y a à ça, en termes de stabilité personnelle, de consommation, parce qu'ils vont avoir des salaires, etc., etc. Et donc, ces apprentis sorciers ont décidé, je parle des politiciens, je vous l'ai dit, on peut les citer, le général Mbaou, colonel Moussunda et autres, c'est eux qui excitent par des audios, ou ont excité, ou tenté d'exciter par des audios, ces populations-là, en essayant de leur dire qu'il fallait rejeter ces accords, et du moins rejeter ces propositions de production sur cette terre. Donc, je vous garantis que nous essayons de répondre. Ce n'est pas évident. C'est pas évident.
J'espère que mon intervention auprès de vous va édifier quelques-uns de nos compatriotes qui suivent et qu'au moins ils sauront, tiens, on a suivi le porte-parole du gouvernement, il semble que ce qu'il nous a dit n'est pas conforme à ce qu'on entendait jusque-là. Tout à fait, monsieur le ministre, tout à fait. Monsieur le ministre. Donc, cela va sur ma deuxième question, monsieur le ministre. Beaucoup de questions se posent. Est-ce que la compagnie, ou encore, on va dire, du Rwanda, ou la compagnie choisie par la compagnie rwandaise qui vient aujourd'hui s'installer au Congo pour pouvoir exploiter le ricin ou pratiquer la culture du ricin, est-ce qu'il y a une traçabilité, qu'ils ont non seulement l'expérience, qu'ils ont l'expertise, ou encore qu'ils ont la compétence de développer cette culture de ricin? Oui. Bon, je ne peux que vous répondre par l'affirmative. Quel serait l'intérêt des ministères compétents, qui sont le ministère de la Coopération, le ministère de l'Agriculture, qui est dans la boucle, et le ministère du Foncier, qui met à disposition les terres à travers ses autorisations provisoires d'abord et express ensuite, que tous ces ministères choisissent un partenaire dont on n'a pas vérifié en amont la capacité, l'expertise et les moyens financiers de l'investissement, parce que tout ça va ensemble. Je ne peux que répondre que par oui. D'accord, merci, monsieur le ministre. Cela va sur ma troisième question. Monsieur le ministre, est-ce qu'il y a une forme de tension entre le Congo-Brazzaville et la RDC au vu des relations que nous développons avec le Rwanda? Écoutez, non. Je n'aperçois pas de tension particulière. Nous sommes deux États indépendants. Chacun avec sa diplomatie, chacun avec ses priorités économiques et sociales. Et nous sommes condamnés, bien entendu, à vivre ensemble parce que, on le dit, c'est un peu la tarte à la crème, les deux capitales les plus rapprochées au monde, même si le Vatican et Rome viennent nous démentir sur le sujet. Mais bon, disons que de manière globale, ce sont les deux capitales les plus proches au monde. Quand Brazzaville éternue, c'est Kinshasa qui se mouche, et inversement. Donc, il y a fatalement des relations étroites, des relations fraternelles, des relations diplomatiques qui sont tout à fait conformes à deux pays voisins qui sont ces voisins qui cohabitent et dont les cultures sont conformes, sont identiques, quasi, etc., etc. Donc il n'y a, de notre point de vue, aucune tension perceptible. J'ajoute que la diplomatie du Congo, Brazzaville, le nôtre, notre pays, vis-à-vis du conflit dont notre pays frère et voisin aujourd'hui subit les effets, c'est d'aider autant que faire se peut et favoriser le retour à la paix. Je crois que c'est évident que notre intérêt commun, c'est d'aider au retour à la paix. C'est de permettre que ce grand voisin, notre pays voisin et frère, retrouve la quiétude. Nous avons un président de la République qui est un médiateur né, qui est au cœur d'ailleurs de médiations officielles. Là, non, il n'est pas désigné médiateur, puisque je crois qu'il y a le président João Lourenço de l'Angola qui, au nom, je crois, de la CEAC, mène un certain nombre de pourparlers sur le dossier du contentieux ou du conflit entre le Rwanda et la RDC. Mais nous encourageons, bien entendu, ces initiatives-là et nous souhaitons que ces deux pays trouvent la paix et se réconcilient. Et je crois qu'à hauteur de l'histoire humaine et de l'histoire diplomatique, les pays passent plus de temps en paix qu'en conflit. Donc nous sommes sûrs et certains qu'effectivement, il y aura un moment où les deux pays se réconcilieront et c'est notre souhait. J'ajoute un point anecdotique pour expliciter à vos auditeurs notre position. Je vais citer un exemple trivial. Il y a quelques années, j'étais enfant, ma défunte mère et son frère, son petit frère, étaient chien et chat. Ils se sont disputés alors qu'ils étaient très proches. Et nous qui étions un peu au milieu, les neveux et fils, on était embêtés. Quand l'oncle arrivait à Brazzaville et qu'il sollicitait de nous voir, notre mère nous faisait des gros yeux, n'allez pas le voir. On ne s'entend pas lui et moi. Vous n'êtes pas avec moi ni pour moi.
Et nous, on était embêtés, on allait quand même voir l'oncle. On allait quand même. Et puis, voilà, ils nous prenaient pour ce que nous étions, le neveu. Et puis, ils se sont réconciliés. Et jusqu'à leur mort, à l'un et à l'autre, ils ont été encore plus proches qu'avant leur dispute. Alors, si nous avions décidé, nous les enfants, de rentrer dans leur conflit, on aurait eu quelle tête? On serait un peu embêtés et gênés face à deux protagonistes qui ont fini par se réconcilier. Donc nous souhaitons que nos deux partenaires, parce qu'ils sont tous les deux des partenaires, eh bien, finissent par trouver la quiétude, la paix et les voies de la réconciliation. Et si on peut aider, et on aide, quoi qu'il en soit, parce que le président en a l'expérience, eh bien, trouver les voies de la paix, et nous serons disponibles pour aider à cela, pour renforcer les chances du retour à la quiétude. Voilà ma réponse. Je ne sais pas si elle vous a satisfait, mais j'ai essayé de parler de manière un peu parfaite. Merci beaucoup, Chrissy Bouka. C'était ma dernière question. Merci. C'était ma dernière question et je... Merci. Excusez-moi. Monsieur le ministre, au vu des réseaux sociaux, vous savez que les tensions entre ces deux États, la République démocratique du Congo et le Rwanda, nos diasporas mettent énormément de pression sur ces conflits, et notamment sur le nombre de morts au niveau de l'Est de la RDC. Est-ce que vous n'avez pas peur que ces conflits se retrouvent au niveau du Congo? Nous ne faisons pas partie des acteurs de ce conflit, heureusement, mais ils vont se retrouver en République du Congo. Est-ce que ces deux communautés vivent de manière pacifique sur notre territoire ou se regardent en chien de faïence? Lesquelles? Le Rwanda et la République démocratique du Congo. Madame Evelyse, je crois avoir dit tout à l'heure que la grosse partie de la communauté rwandaise qui réside dans notre pays est chez nous. Nous les accueillons depuis une génération, 27 ans. Nous n'avons pas entendu quelques conflits, quelques tensions, relever quelques problèmes que ce soit entre eux d'abord et nous. C'est d'abord avec nous, hein, c'est nous le pays hôte. Déjà, il n'y en a pas de tension. Donc, il ne me revient pas qu'il y ait des tensions entre nos voisins de la RDC vivant chez nous et cette communauté rwandaise vivant également chez nous. Donc, les risques d'une contagion ou de quoi que ce soit sont quand même très, très, très faibles. Donc, je crois qu'un gouvernement responsable, son rôle, c'est quand il y a un peu le feu entre des pays frères, c'est d'aider à ce que le feu disparaisse et qu'on résorbe le conflit. Et je n'aperçois pas de raison, et en tout cas pas à travers les accords ni les actes de mise à disposition de ces terres et du ranch lui-même, de Massangui, je n'aperçois mais aucune raison de croire qu'il puisse y avoir chez nous un conflit communautaire entre nous et puis des Rwandais, ou les Rwandais avec d'autres communautés établies chez nous. Il n'y a pas de raison, d'autant qu'il n'y a pas de Rwandais qui vont arriver en plus de ceux qui sont chez nous. Je l'ai quand même démontré tout à l'heure. Donc non, là encore, on est, d'un point de vue psychologique, encore dans la psychose. Merci, monsieur le ministre. Je vais faire entrer le dernier panéliste que nous aimons beaucoup, qui s'appelle Maître Pierre Cheverle-Foulou, qui va nous parler de ces questions sur les accords que vous connaissez bien. Maître Pierre, c'est à vous. Merci Evelyse, merci monsieur le ministre d'avoir répondu à notre invitation. Mais je vais vous demander encore quelques efforts sur les aspects juridiques concernant ces accords, parce que j'ai relevé pas mal de points que vous aviez évoqués dans votre exposé, monsieur le ministre. Tout d'abord, monsieur le ministre, je vais vous rappeler une chose, monsieur le ministre, c'est que pour préparer cette émission, j'ai fait le tour d'une bibliothèque que vous connaissez très bien, une libraire qui est la FNAC. Donc, quand je suis arrivé sur place, j'ai trouvé des ouvrages comme ça qui parlent de la politique rwandaise, de pas mal de choses. Ouais. Donc, il y a toute une littérature abondante sur le sujet. Et merci d'avoir tout à l'heure reconnu que c'est vrai qu'il y a la peur, certainement, et les évêques l'ont relevé. Et vous avez aussi évoqué que cette peur, vous la comprenez parce que, mais tantôt ou deux fois la peur est irrationnelle. C'est vrai. Mais je vais vous dire une chose, monsieur le ministre, qu'une peur rationnelle, irrationnelle, peut aussi avoir une raison. Elle peut avoir une raison lorsque
la chose objet de la peur paraît évidente. Tel est le cas, permettez-moi de prendre cet exemple un peu difficile, où méchant, une arme à feu, je sais que l'arme à feu, si on tire sur moi avec cette arme, je meurs. À partir du moment où une personne me pointe cette arme, c'est naturel que je sois en peur. Alors, lorsque vous évoquez, vous, un certain nombre d'aspects, monsieur le ministre, vous avez dit que l'accord cadre n'a pas été ratifié. Vous savez très bien, monsieur le ministre, que dans ce débat, il y a plusieurs couches sociales à convaincre. Il y a des juristes aussi, des puristes, qui ont un certain niveau de compréhension des accords en matière internationale. À ceux-là, il va falloir un certain niveau, ou un certain, peut-être pas niveau, mais un certain package d'arguments pour pouvoir les convaincre au niveau de la qualité du débat ou du discours. Parce que le ministre de la Coopération parle de beaux amphithéotiques. Je vous ai suivi tout à l'heure, vous avez dit, finalement, dans le jargon juridique congolais, le bail amphithéotique se décline en autorisation provisoire et autorisation express d'occuper. Ce que moi je relève qui n'est pas totalement vrai. Pourquoi ce n'est pas totalement vrai? Parce que le Congo a signé, j'ai le document par devant moi, un bail amphithéotique entre, il y a un bail amphithéotique entre le Congo et la filiale de Total qu'on appelle Total Neutral Based. C'est un bail amphithéotique d'une durée de 60 ans initiale et qui concerne les terres dans le plateau. Donc, est-ce que je peux me permettre de vous interrompre à ce niveau-là pour qu'on purge ce qui n'est même pas une contradiction, mais une précision à vous apporter pour qu'on ne s'étende pas sur un débat où en réalité vous avez raison et j'ai raison. Il s'agit ici du domaine public de l'État. Et donc, ce domaine public, l'État peut en disposer sous différentes formes. Ce n'est pas une cession, comme on a dit, bien entendu. Il s'agit là d'une forme de location. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est une forme de location et qu'on pourrait appeler, d'autre part, une amphithéose. C'est tout simplement parce qu'il s'agit du domaine public. Il y a des cas dans le droit foncier congolais, et notamment dans le cadre de deux procédures, c'est celle du déclassement domaine public vers domaine privé, et celui de l'utilisation de terres relevant directement du domaine privé. Et à ce moment-là, on parle effectivement de baux amphithéotiques. Donc, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de bail amphithéotique au Congo. Donc, je vous rassure tout de suite, et il n'y a pas contradiction entre ce que vous dites et ce que j'ai dit. Nous parlons là de terres relevant du domaine public et qui sont directement mises à disposition par les pouvoirs publics. Et à ce moment-là, nous parlons d'autorisation express et autorisation provisoire au début du processus. Dans les autres cas, dont celui que vous évoquez, vous parlez de Total, je n'ai pas le détail juridique de ce qui a été conclu. Dans les autres cas, quand il y a déclassement du domaine public vers le domaine privé et quand il y a des possibilités d'accord sur ces terres ou sur ces terrains ou sur ces portions de terrain, eh bien, il y a bien entendu des baux amphithéotiques. Je n'ai pas nié l'existence dans le droit foncier congolais de ces baux. Voilà, je referme la parenthèse et je vous redonne la parole. Ok, non, monsieur le ministre, il n'y a pas une contradiction, c'est juste il y a eu imprécision qui pourrait demain rattraper le gouvernement. Pourquoi je le dis? Non, mais la précision, je viens de la lever. J'ai évolué tout à l'heure, vous avez dit, monsieur le ministre, que dans le cadre des accords avec le Rwanda, je vais revenir sur les cadres, sur les accords, ça sera donc ma première question. Vous avez dit qu'il n'y aura pas délivrance des titres fonciers. Voilà pourquoi je dis, attention, monsieur le ministre, il faut être précis. Parce que si demain, le Congo signe ou conclut un bail amphithéotique avec une société rwandaise, comme il a été relevé par le ministre de la Coopération, le bail amphithéotique donne droit à la délivrance des permis d'occupation qui ressemblent à des plans cadastraux. Donc, si vous dites qu'il n'y aura pas de bail amphithéotique, j'ai bien peur que demain, si ce n'est pas le cas, qu'on se retrouve avec
dans une situation où il faut délivrer des titres. Et là, votre parole d'aujourd'hui risquerait de poser problème. D'où je dis, non. Il y a besoin quand même de préciser, parce que tous les baux amphithéotiques que le Congo conclut avec des sociétés étrangères et même des sociétés congolaises, il y a toujours délivrance des titres. Et c'est le principe même du bail amphithéotique, parce que ça confère à l'acquéreur ou au bail, plutôt au loueur. C'est pas un acquéreur, c'est un locataire. Le locataire bénéficie, dans le cadre du bail amphithéotique, d'un droit réel. Et ce droit réel est assorti d'un certain nombre de documents, notamment les plans cadastraux. Absolument. Bon, mon cher frère, vous avez parfaitement raison. Simplement, on ne peut pas parler de titre de propriété. Vous avez parlé d'un permis d'occuper. J'ajouterais même, parce que la location durant un certain nombre d'années, vous avez cité Total, et 60 ans pour la durée du bail amphithéotique, à hauteur d'homme, c'est presque une vie. Exactement. Mais pendant ce temps-là, pendant ce laps de temps, le locataire doit disposer d'un certain nombre de droits. Je ne veux pas faire trop de droits vis-à-vis de nos compatriotes, hein, parce qu'on va les perdre en cours de route. Mais vous savez comme moi qu'il existe ces mécanismes de subrogation en matière juridique, puisque on me loue un terrain pour 60 ans. 60 ans, encore une fois, il peut se passer beaucoup de choses vis-à-vis de ce terrain. Et donc, je dois disposer d'une stabilité dans ma possession vis-à-vis de ce terrain. On va me délivrer un permis d'occuper parce que j'occupe, mais ce n'est pas un titre de propriété. C'est un permis d'occuper qui me permet de me prévaloir vis-à-vis des tiers d'un certain nombre d'actes, d'actions que ces tiers pourraient poser à mon encontre. Je peux être effectivement dans des conflits de voisinage, vous parlez de servitude, avec tel ou tel voisin du terrain que j'occupe en tant que locataire. Je peux être amené moi-même à avoir, c'est un exemple concret pour qu'on se comprenne, un certain nombre de droits et d'obligations pour lesquels je me substitue au propriétaire réel qu'est l'État. Et ça pour une durée longue. Je suis d'accord avec vous, nous délivrons des textes, des actes qui permettent à l'occupant qu'il ne soit considéré ni comme un occupant sans droit ni titre, ni comme quelqu'un que l'on pourrait attaquer sur un certain nombre de servitudes ou sur un certain nombre de droits et obligations qu'il a en tant que possesseur et occupant pendant une très longue durée, plusieurs décennies, forcément à sa disposition. Donc, on est d'accord sur le principe, mais le permis d'occuper n'est pas un titre de propriété. On est bien d'accord. Donc, je résume, parce que vous avez parfaitement raison, parce que vous n'avez pas posé la question par malice, vous l'avez posée pour apporter la précision. Exactement, tout à fait, c'est ça. C'est de dire, là, nous sommes en face d'une occupation qui est plus précaire qu'un bail amphithéotique, parce que l'État dispose de verrous qui lui permettent effectivement de contrôler le processus, mais en quelque sorte, dans l'application concrète, on est dans une forme de bail amphithéotique. Et donc, je conclus sur le sujet. Bien entendu, l'amphithéose, le bail amphithéotique existe chez nous. Hein, ça, ça existe chez nous, tout à fait. Ça existe. Mais là, en l'occurrence, le mécanisme utilisé du fait du caractère de la domanialité, qui est une domanialité, enfin, c'est des terres relevant du domaine public de l'État. Le mécanisme administratif, c'est l'occupation provisoire et expresse. Mais dans les faits, je dis bien dans les faits, nous sommes dans une logique qui ressemble au bail amphithéotique, puisque c'est une longue durée et il faut donner au locataire qui détient pendant un long laps de temps la terre, les moyens de son action, et notamment les mécanismes de subrogation, mais je n'insiste pas là-dessus pour ne pas perdre nos téléspectateurs, qui permettent une jouissance paisible pendant la durée de la location de longue durée et qui permettent les actions et bénéficier des droits et obligations sur la terre occupée. Et on est parfaitement en phase là-dessus. Alors, monsieur le ministre, excusez-moi, vous aviez dit que les actes que nous délivrons aux sociétés rwandaises sont des actes reversibles, ou les accords, ce sont des accords reversibles, c'est-à-dire le Congo peut décider, vous avez pris l'exemple d'un changement de régime, où les nouveaux patrons du pays
peuvent Bien décider… loin, j'ai dit changement de gouvernement, moi. Changement de gouvernement, exactement. Ok, d'accord. On reste dans ce contexte-là. En cas de changement de gouvernement, donc les nouveaux patrons du pays ou le nouveau gouvernement peut décider à tout moment de mettre fin à ces accords. Mais non, monsieur le ministre. Non, pourquoi? Voilà pourquoi je vais poser une question. Pourquoi l'accord cadre, monsieur le ministre, jusqu'à présent n'est pas ratifié? Parce que quand vous lisez l'article 16 de l'accord cadre, il est dit que ces accords, l'accord entre le Congo et le Rwanda, ne peuvent pas être remis en cause avant une durée de 10 ans. Donc, il y a un verrou de 10 ans d'exécution avant de prétendre à une résiliation unilatérale de ces accords. Monsieur Chevert, vous avez dit je peux répondre à ce stade. Je peux répondre à ce stade, monsieur Chevert. Vous faites une confusion. Vous faites une confusion entre les accords d'État à État, dont j'ai parlé longuement tout à l'heure. La clause d'irréversibilité sur 10 ans concerne les accords de coopération. Là, pour les terres, pour le ricin, ce n'est pas dans l'accord de coopération. Ce sont des actes administratifs qui n'ont rien à voir avec les accords de coopération conclus d'État à État. Les 10 ans dont vous parlez concernent le fait que les deux États prennent l'engagement que pour la stabilité juridique et la mise en œuvre de ces accords de coopération. Si je vous prends un exemple, l'accord de protection des investissements, c'est un accord de stabilité sur le plan juridique et financier. La clause de 10 ans dont vous parlez va concerner ce type d'accord, c'est-à-dire de dire si nous accordons dans le cadre de l'investissement un certain nombre d'avantages pour les entreprises qui pourraient venir nous aider dans tel ou tel secteur qui fait l'objet d'accords sectoriels. J'ai parlé de tout cela tout à l'heure. Eh bien, il faut permettre que pendant 10 ans, cet environnement fiscalo-douanier, juridique, financier reste stable. Mais ça n'a rien à voir avec nos 5 et même 6 sites avec le ranch. Là, nous sommes dans autre chose. Là, vous parlez des accords. Mais ça, c'est-à-dire nos arrêtés et plus le décret de Massangui, ce n'est pas une conséquence de l'accord. C'est autre chose. Là, c'est un accord sur le ricin pour ce qui concerne les 5 sites, parce qu'il y a une demande faite par l'entreprise italienne Eni Congo. Ce n'est pas dans les accords. La clause dont vous parlez concerne la mise en œuvre des accords. Les accords, il y a l'accord cadre, qui lui-même est complété par des accords sectoriels, j'en ai cité quelques-uns. L'accord sur la protection des investissements, c'est pour renforcer la sécurité juridique. L'accord sur le foncier, c'est-à-dire les bonnes pratiques du foncier à échanger entre nous. L'accord sur la formation qualifiante et la jeunesse. Les accords sur la construction d'un port sec à Dolisie. L'accord sur les PME, petites et moyennes entreprises et artisanat. Voilà le contenu de l'accord cadre et des accords sectoriels. La clause de 10 ans dont vous parlez s'applique aux accords. Là, on est dans de la coopération pure. Là, ce dont nous parlons et ce qui fait l'objet du débat entre nos compatriotes, c'est l'existence de mise à disposition de terres, mais c'est dans le cadre du projet Ricin, qui, lui, n'est pas un projet lié à un accord de coopération avec le Rwanda. La preuve, l'entreprise, même si elle est rwandaise, et peut-être que c'est là d'où viennent les complications et les confusions, c'est une entreprise de droit privé qui s'est présentée librement. Elle n'est pas venue vers le Congo en disant « parce qu'il y a un accord de coopération globale, moi, je sais faire du ricin, je viens ». Ça aurait pu être une entreprise camerounaise, etc. Ce partenaire s'est présenté et a été sélectionné. Donc, ce n'est pas en rapport avec les accords. La disposition dont vous parlez, elle existe puisque vous l'avez évoqué, mais elle concerne la stabilité du cadre normatif entre les deux pays. Et il n'a rien à voir avec des dispositions sectorielles de mise à disposition de terres à une entreprise privée, fût-elle rwandaise. Voilà, je tenais quand même… Si je peux embrayer, monsieur le ministre, pour la compréhension des Congolais, donc on peut dire aujourd'hui que les accords qui n'ont pas encore été ratifiés ne sont pas encore mis en application. Alors, je vais vous dire ceci. Vous savez comme moi qu'il y a une séparation des pouvoirs au Congo. C'est-à-dire, quand un texte à vocation diplomatique et à vocation de ratification est signé par l'exécutif, puisque comme vous le savez, la diplomatie est entre les mains du chef de l'État d'après notre Constitution,
celle du 25 octobre 2015. C'est donc le gouvernement, derrière le président de la République, et le président de la République qui négocie les accords de coopération. Et puis ensuite, vous devez, pour ceux qui relèvent de la ratification, parce qu'ils ne relèvent pas tous du mécanisme de ratification, pour ceux qui en relèvent, vous transmettez au Parlement. Et à ce moment-là, le Parlement, les deux chambres, doivent inscrire ces accords dans le rôle et l'ordre du jour de leur délibération. Nous ne sommes pas maîtres, nous l'exécutif, du moment où on va inscrire pour ratification ces accords-là. Mais encore une fois, attendez, M. Chevert, je tiens. Donc nous attendons, c'est dans le rôle. Ça peut se faire dans la prochaine session qui s'ouvre, ça peut se faire la session d'après. Nous ne sommes pas responsables ni maîtres de cet ordre du jour. Oui, mais je le rappelle. Non, attendez, c'est important ce que vous dites. Je vais juste vous apporter une précision. Je trouve que ce débat est essentiel. Ce dont on parle encore qui crée la polémique n'a rien à voir. On n'a pas besoin de ratifier un accord pour exécuter ces engagements administratifs par l'État qui consistent à signer des arrêtés d'autorisation provisoire et express d'occuper. Ça, c'est exécuté hors accord, en tout cas hors coopération, au sens des accords à ratifier. Donc, votre inquiétude, elle est réelle, mais elle ne dépend pas du gouvernement qui est l'exécutif. Oui, c'est au Parlement d'inscrire le plus tôt possible. Ma précision est celle-ci. Vous le savez très bien comme moi, que le gouvernement en pareille circonstance est lié par l'autorisation de ratification du Parlement. Tant que le Parlement ne vous donne pas l'autorisation de ratifier, ces accords ne peuvent pas rentrer en vigueur. Est-ce que la question que je me pose, pour finir sur cet aspect, confirmez-vous ce soir que les accords non ratifiés entre le Congo et le Rwanda ne sont pas encore mis en application, vu qu'on attend l'autorisation de ratification? Bon, mais écoutez, là, vous me posez une question que je qualifierais, puisque vous êtes juriste, c'est une question, excusez-moi l'expression, qui relève d'une logique juridique qui est biaisée. Pourquoi je le dis? La seule chose qui est actuellement exécutée, ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec des accords à ratifier. Donc, ce qu'il faut démontrer, CQFD, c'est que nous n'avons pas encore mis à exécution ce qui relève de la ratification. Ça ne relève pas de la ratification. Donc, je ne sais quoi vous dire de plus que cela. La ratification concerne un certain nombre d'accords. Nous attendons leur ratification. Et quand ils seront ratifiés, ils seront exécutés. Maintenant, ce qui ne relève pas de la ratification, c'est-à-dire ce qui fait l'objet de la polémique, mais ça, c'est exécuté puisque ça ne relève pas de la ratification. On a un accord triangulaire presque entre une entreprise ENI de droit congolais, l'État congolais et une entreprise privée, fût-elle du Rwanda, qui disent on va travailler sur le ricin. Ça ne dépend pas de la ratification des accords. Voilà ce qui est exécuté au moment où nous parlons. Voilà ce qui est exécuté au moment où nous parlons. Nous allons évoluer, monsieur le ministre, pour finir. Alors, monsieur le ministre, je vous prends une anecdote. Lorsque nous étions enfants, on allait à l'église catholique. Et arrivé à la messe, le prêtre lisait un livre ou quelque chose qu'on n'avait pas tous. Alors, nous, on avait la Bible. Nous, on avait la Bible et le prêtre lisait quelque chose qu'on a su plus tard que c'était le missel. Absolument. Alors, nous sommes en quelque sorte dans cette configuration où le gouvernement lit ce que nous ne disposons pas. Monsieur le ministre, est-ce que le Congolais lambda peut avoir accès à ces accords pour en quelque sorte, pour se libérer un peu des doutes qui planent autour de ces accords, parce qu'il entend dire, soi-disant qu'il y a ceci, il y a telle clause dans ces accords-là. Le Congolais sait lire. Est-ce que vous ne pouvez pas mettre à la disposition de tous ces accords, quitte à les traduire même en langue vernaculaire, pour que ces accords soient accessibles aux populations locales concernées par ces accords? Pourquoi un mystère autour de la délivrance de ces accords, monsieur le ministre?
Bon. Maître Pierre, dernière question. C'est ma dernière question. Bon. Maître Pierre, j'apprécie votre délicatesse et votre bonne foi. Mais encore une fois, vous me mettez non pas en difficulté, mais vous me mettez dans une situation singulière. Je vais vous dire laquelle. Vous avez dit vous-même que ces accords relèvent d'un mécanisme de ratification. On est bien d'accord? Oui, monsieur le ministre. Alors, la ratification, nos parlementaires ne sont pas des moutons. Ils vont examiner les accords et éventuellement y apporter quelques demandes d'éclaircissement. Il y aura un débat. C'est le principe du débat parlementaire. Nous nous mettrions en difficulté si nous mettions à disposition, comme vous le dites, de tout le monde, des accords en attente de ratification. Ça me paraît une démarche délicate sur le plan juridique et diplomatique. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous ne sommes absolument pas fermés à mettre à disposition de ceux qui discutent avec le gouvernement et qui se rapprochent de lui et qui prennent la peine de demander des détails, ces accords-là. Deux exemples. Les prêtres, le clergé catholique est venu vers nous, il a reçu l'ensemble de ces accords, y compris l'accord cadre de coopération dont nous parlons. Et il n'est pas interdit, si les évêques le souhaitent, même si nous avons une position délicate sur le plan diplomatique, puisque nous sommes scrupuleux d'attendre la ratification. Est-ce que vous me comprenez? C'est un exécutif, un gouvernement responsable ne peut pas faire comme ça. Mais comme nous n'avons rien à cacher, nous l'avons transmis aux évêques. Et rien n'interdit aux évêques qui ont tout reçu, l'accord cadre et les accords sectoriels, jusque et y compris les éléments qui relèvent d'une partie de ce dossier-là, celui qui crée la polémique. Moi, je ne suis pas les évêques. Si demain, les évêques décidaient de parler aux populations, d'expliquer en langue, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et de faire tout ce qu'il y a comme publicité autour, ils ne seront pas mis en garde à vue le lendemain. Est-ce que nous comprenons? Puisque c'est nous qui leur avons remis ces accords. Mais nous, en tant que gouvernement responsable, vous nous demanderez de les exploiter quand ils seront ratifiés. Mais ils sont entre les mains des évêques. Ce n'est pas un sortilège, ce n'est pas un mystère. Les évêques, ce n'est pas le gouvernement. Les évêques peuvent le faire. De même, pour votre information, nous avons eu une réunion au Sénat parce que nous avons été conviés, délégation du gouvernement avec le Premier ministre à sa tête. Il y a quelques jours, c'était, je crois, samedi en 8. Ce samedi-là, nous avons passé, j'ai eu l'honneur de faire partie de la délégation du gouvernement, et nous avons pendant 3 heures planché avec les sénateurs. Parmi les dossiers, il y avait celui-là. Et le premier geste effectué par le Premier ministre, chef du gouvernement, c'était, comme il l'a fait pour les évêques, de prendre le dossier et de le remettre solennellement au président Ngolo. Nous sommes une démocratie représentative. Et vous, en tant que juriste, vous savez ce que ça veut dire. On n'est pas dans une démocratie directe où on va tout mettre à disposition comme ça de tout le monde et mettre les conseils des ministres, pourquoi pas en ligne, direct live Facebook. Enfin bref, il y a des représentants légitimes de la société. Il y a des représentants institutionnels, les parlementaires en sont et parmi les principaux. Il y a des représentants de la société civile, on leur a transmis, libre à eux, mon cher frère, libre à eux de vulgariser et de mettre à la disposition des publics qu'ils veulent sensibiliser. Il n'y a aucun souci. Vous comprenez? Je crois que les choses sont claires. De notre point de vue, on ne va pas, si vous voulez faire autre chose que de la pédagogie, comme nous l'avons fait avec ces corps constitués et ces corps intermédiaires, et en même temps, nous allons voir les populations parce que la psychose nécessite quand même qu'on parle avec les populations. Et enfin, nous sommes en attente de ratification, des textes qui sont soumis à ratification, parce que cela, ce n'est pas nous qui imposons l'ordre du jour du Parlement. Il y a des conférences dites des présidents, il vient d'en avoir une. Je ne peux pas vous dire, parce que je ne sais pas, je n'ai pas participé à la réunion, si parmi les accords dont on parle, ils ont déjà été inscrits dans le tunnel et l'ordre du jour qui conduit à leur ratification. Je n'en sais rien. Mais forcément, ils sont, comme on dit, à proximité de la ratification, puisqu'ils sont dans les tuyaux. Voilà. Merci, monsieur le ministre, pour cet échange. Je vous remercie. Je vous en prie. J'ai apprécié et merci beaucoup d'avoir abordé de manière claire, objective et dépassionnée
une question qui soulève autant de polémiques. Et j'apprécie qu'une émission nous permette, dans la longueur, de dire des choses qui permettent de remettre un peu les choses en perspective. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Maître Pierre. Merci, Monsieur le ministre. On se rend compte qu'il y avait beaucoup de points d'ombre, surtout beaucoup d'incompréhension de la part du public. Et je pense que cette émission est nécessaire et va apporter beaucoup de lumière à ceux qui hésitaient. Et on va pouvoir avancer dans ce débat et surtout avoir la vraie information. On en a oublié un qui est au Canada, qui a eu des problèmes de connexion. Il a réussi à se connecter. On a réussi à se connecter. Il a réussi à se connecter. Donc, je vous laisse avec Abro. Vous voyez, c'est pas la qualité de l'Internet du Congo qui est en cause. Ah non, vous là, tentez de le connecter et le Canada. Nous, on n'y est pour rien. Et moi, je n'ai jamais eu de problème de connexion depuis le début. Il faut quand même le relever. Oui, il faut le relever. Donc, Abro, c'est à vous. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Oui, vous m'excuserez. Je n'ai pas eu de problème de connexion. En fait, mon téléphone était juste déchargé. Vu que vous avez remarqué que j'étais dans ma voiture, donc j'étais un peu pris de court. Oui, j'ai vu qu'après, vous avez disparu. Ouais. Après, j'ai disparu, effectivement. Bon, monsieur le ministre, vous savez, nous, quand on parle pas pour nous. Généralement, on parle pour le peuple incompris. Je vais retourner avec vous sur la vidéo d'avant, parce que c'est ce qui a mis le feu aux poudres. C'est cette vidéo-là de la télévision rwandaise qui nous expliquait, c'est un peu de vous contredire, contredisait vos propos, parlait de offrir les terres, donner des terres, les terres nous appartiennent. Il y avait des mots comme ça qui étaient dans la vidéo. Et vous avez tenté d'expliquer cela en disant que vous avez contacté les autorités compétentes du Rwanda pour demander explication. Alors, qui croire? Puisque, vous savez, des affaires pareilles, c'est des affaires que vous savez que ça peut provoquer au niveau de la population de la peur, ça peut provoquer beaucoup de choses. Ce que vous pouvez vivre là maintenant, même au niveau de la population, des réseaux sociaux et tout, vous vivez un truc pareil. Alors, est-ce que vous aurez l'amabilité de convoquer les autorités rwandaises qui viennent s'expliquer publiquement devant leur propre télévision, puisque vous avez contacté en catimini pour le peuple congolais, vous savez, aujourd'hui, quand on discute avec les gens ont de la difficulté à vous croire. Alors, pour enlever toute ambiguïté, pourquoi ne pas, puisque c'est eux qui ont provoqué cette situation-là, et qui vous a même surpris, vous aussi, à ce moment-là, c'est à eux de retourner devant leur propre télévision pour nous prouver que c'était une anomalie ou une bévue. On vous lâche pas, monsieur le ministre, je pense. Voilà. Pourquoi est-ce que laissez-moi quand même répondre. J'ai compris le concept. Laissez-moi quand même répondre. Bon, je n'adhère pas au concept qui consiste à dire on ne vous croit pas, vous mentez. Enfin, vous ne l'avez pas dit tout à fait comme ça, mais cela revenait à cela. Et donc, je ne préfère pas porter de commentaires là-dessus. Ce que vous dites là, je l'ai abordé tout à l'heure, mais vous étiez déconnecté. Il me semble que quand nous avons abordé la question de ce fameux reportage, j'ai l'impression que vous n'avez pas suivi mes propos. Donc, je vais me permettre de les répéter. D'abord, comme tout le monde, nous avons vu ce reportage qui est tombé opportunément dans les réseaux sociaux. La première réaction est de dire, mais c'est lunaire.
Je crois que c'est une expression que nous comprenons tous. C'est lunaire. Ça sort d'où? C'est lunaire. À tel point qu'en tant que ministre des Médias, je m'étais posé la question de l'authenticité même du document. Je me disais, mais ce n'est pas possible. Ce document, tel qu'il est, ne reflète en rien quelque réalité que ce soit, puisque la réalité, c'est celle que je m'évertue depuis presque, j'ai l'impression qu'on parle depuis plus de 2 heures, un peu plus même, que je m'évertue à décrire suite aux interrogations des uns et des autres. C'est ça la réalité, les accords de coopération d'un côté et un accord ponctuel lié à la fabrication de biocarburants par du ricin. Ce sont 2 choses à distinguer. Donc, comme vous, l'interrogation première que je me suis formulée, j'appelle ça un OTNI, un objet télévisuel non identifié. Alors, vous dites que j'ai rencontré en catimini, je suis désolé, je ne vais pas faire de direct live Facebook pour rencontrer le chargé d'affaires du Rwanda et le chargé de communication de l'ambassade. Donc, ce n'est pas en catimini, c'est simplement que les règles font qu'on a des bureaux et quand on reçoit les gens, on ne les reçoit pas en live. Ce n'est donc pas du catimini, c'est dans le cadre de l'exercice normal de mes fonctions. C'est-à-dire de dire, ministre des Médias, je voudrais en savoir un peu plus, donc que j'appelle l'ambassade. Ça aurait été l'ambassadeur, mais malheureusement, il était hors du pays, leur ambassadeur. Et donc, c'est le chargé d'affaires et la chargée de communication qui sont venus vers moi. Donc, que vouliez-vous que je fasse? Que j'appelle tout le monde et que je dis, je mets ça en live? Ou comment? Non, c'est pas… Respectons quand même la confidentialité de ce qui s'appelle des entretiens à vocation diplomatique, mais je vous en ai parlé parce que justement, il n'y a rien à cacher. Justement. Donc, ce n'est pas du catimini, c'est l'exécution normale de mes compétences de ministre. Ce qui m'a été dit, puisque vous n'étiez pas branché à ce moment-là, vous n'étiez pas connecté, c'est, oui, c'est bien un reportage de la télévision rwandaise, incontestable. Il y a les logos, il y a tout, etc. J'ai même été moi-même vérifié sur le site officiel de la télévision rwandaise et j'ai regardé sur Canal Satellite, puisque nous avons Rwanda TV sur Canal, ici. L'interprétation qui a été donnée par les personnes qui interviennent dans le reportage est totalement lunaire, parce qu'elle ne correspond en rien ni aux accords de coopération, ni à l'accord sur le ricin. La chargée de communication m'a dit, « Monsieur le ministre, il y a d'abord la barrière de la langue, beaucoup sont des anglophones, vous savez que ce pays a basculé vers l'utilisation intensive de l'anglais comme langue véhiculaire et nationale. Et puis, il y a les spécificités de leur langue nationale, c'est-à-dire, je crois, le Kinyarwanda. » Cette dame m'a dit, dans leur langue, les mots mis à disposition, offrir, donner, tout ce que vous voulez, prêter, c'est à peu près le même idiome et le même mot. Deuxièmement, le chargé d'affaires s'est excusé auprès des autorités du Congo, donc que je représentais pendant cette réunion, pour nous dire, nous regrettons ce qui se passe parce que ce reportage qui est, excusez-moi l'expression, et je vous donnerai un exemple concret tout à l'heure du caractère lunaire que j'ai évoqué, ce reportage, on ne comprend pas parce qu'en réalité, il ne reflète pas les accords, on regrette. Je lui dis, écoutez, ce n'est pas votre faute, la télé, ce n'est pas le ministère ni le gouvernement de votre pays, c'est la télé. Fût-elle la télé publique, c'est une télé. Si Télé Congo, excusez-moi, je vais dire quelque chose de grave, ou du moins pas de grave, mais de langage commun, si Télé Congo dit une connerie et que cela préjudicie à un pays tiers, ce n'est pas le gouvernement qui a dit la connerie. Est-ce que nous nous comprenons? Ce n'est pas le gouvernement, c'est une télé qui a fait un reportage avec tous les biais qui m'ont été rappelés par le chargé d'affaires et la chargée de communication. Voilà, malheureusement, cela a quelque peu créé la polémique chez nous. Cela a créé la polémique, c'est bien dommage. Bon, il existe, voyez-vous, un certain nombre de mécanismes juridiques, diplomatiques, qui vont permettre, parce qu'ils sont tout aussi embêtés que nous, de la polémique qui a été soulevée sur ce sujet-là, à partir d'une telle vidéo qui est un reportage. Donc, attendons voir. Vous me dites, allez, je ne reprends pas vos propos, mais je les caricature, excusez-moi. Est-ce que vous ne pourriez pas forcer, donc obliger le gouvernement rwandais à venir répondre? On aurait souhaité peut-être un petit communiqué, monsieur le ministre. Je pense que c'est… Non, mais écoutez… Suite à la vidéo de tel média en actu, correction effectuée.
Evelyse, il faut laisser le soin aux actions diplomatiques et autres se mener. Hein? Je crois Mais on se qu'ils n'ont retrouve avec aucun intérêt. des chapelles mais de la le temps. désinformation, ceux qui ont pignon sur rue, qui jouent sur ça. Je comprends, mais laissons du temps au temps. Hein, je comprends, on est sur les réseaux sociaux, il se passe quelque chose à midi, on veut qu'à 13h, on ait une réponse articulée, argumentée sur le sujet. Laissons du temps au temps. Je vous ai dit quelle est la démarche que j'ai faite en tant que ministre des Médias. Eh bien, laissons du temps au temps. Juste, Monsieur Abro, sur votre interrogation sur le reportage qui a créé la polémique, j'ai même entendu, parce que j'ai posé la question au ministre de l'Agriculture, j'ai même entendu, alors là carrément on était dans l'aspect lunaire que j'ai évoqué tout à l'heure, il y a une dame ou un monsieur, je ne sais plus, qui dit on va même fabriquer du piment parce que le Congo n'en fabrique pas. C'est faux. Par exemple, c'est faux. Alors, monsieur le ministre, Abro a une question un peu dans ce sens-là. On peut reprendre un élément et faire de l'exégèse. La question est que ce reportage a eu des conséquences funestes pour la pédagogie à faire sur nos dossiers qui n'ont rien à voir. Je dis bien qu'ils n'ont rien à voir. Rien de rien. Rien. C'est un reportage lunaire. Voilà, je reprends le terme et on se comprend, c'est un reportage lunaire. Nous avons demandé leur avis aux autorités diplomatiques qui représentent le Rwanda. Je vous ai donné la réponse. Laissons du temps au temps. Voilà. Laissons du temps au temps. Abro, dernière question, parce qu'il faut qu'on libère le ministre. Oui, merci beaucoup, monsieur le ministre. J'ai une dernière question pour vous. J'ai plaisir à répondre à vos questions. C'est un plaisir partagé, monsieur le ministre. J'ai une dernière question à vous poser, monsieur le ministre. Je voulais savoir, est-ce qu'on en a, le Congo en a vraiment besoin? On nous parle du ricin, on nous parle du biocarburant. Avons-nous vraiment besoin? Alors que quand je vois le cours du pétrole, aujourd'hui même, je vois, nous sommes à 81,37 $. Je vois nos productions locales. Le pétrole, j'en ai parlé. Aujourd'hui, il est quand même assez haut. Nous avons le bois que nous exportons. La population congolaise est à peu près de 5 millions. Bon, avec les entrées de ce que fournit notre pays, 6 millions 200, d'après le recensement général. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Avec les entrées que nous fournissent notre pays, avons-nous besoin du biocarburant pour faire face à la population qui a plutôt besoin de trucs alimentaires. Des trucs alimentaires. Nous voyons dans nos marchés, tout est devenu très, très cher. Alors, est-ce que le besoin n'est pas ailleurs? Comparons les années 80 à maintenant. Ce n'est plus la même chose. Moi, je pensais quand le président de la République, pendant sa campagne électorale, quand il parlait de retour à alimentaire, de l'agriculture et tout, je pensais qu'on allait retourner comme dans les années 80 où il y avait des coopératives, où il y avait la création des coopératives. Vous-même, vous avez parlé de la zone de Maluku où on avait dit qu'on devait monter des tracteurs. Alors, les tracteurs, je pensais qu'on allait créer des coopératives pour donner ces terres-là à nos paysans ou former les jeunes pour qu'ils occupent ces terres-là avec ces tracteurs-là et produire ce qu'on a besoin pour le pays. Qu'est-ce que le ricin peut nous donner de plus par rapport au pétrole? C'est ça la question, monsieur le ministre. Bon, merci à vous. Votre question est tellement vaste, le réquisitoire est saignant, tranchant. Je vais essayer de répondre à chacune de vos piques. Vous dites, est-ce qu'on a besoin de biocarburant? Monsieur Abro, je crois qu'on est en 2024. Quand un État peut avoir la possibilité, grâce à un partenaire pétrolier de niveau mondial, de disposer de carburant propre,
carburant propre, pas le carburant, comme on dit en bon français, qui pollue et qui tâche, qui est le carburant ordinaire. Si un État peut disposer, à travers une entreprise de ce haut niveau, d'une capacité de produire du carburant propre, parce que quand on dit biocarburant, il y a bio, c'est-à-dire c'est propre. Bio, ça veut dire tout ce qui est propre, tout ce qui est light, etc. On peut produire ce carburant. Pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver? Donc, on va continuer à utiliser un carburant qui pollue et qui remet en cause la biodiversité et qui accélère le changement climatique. Est-ce que nous serions responsables alors que parallèlement, nous avons une technologie qui nous est apportée et qui peut-être, puisque vous avez le souci des ressources de l'État, va permettre une exportation de ce biocarburant dans la sous-région, pourquoi pas? Parce qu'on ne va pas forcément tout consommer quand il sera produit. Je ne sais pas ce qu'il y a d'incompatible en produisant ce biocarburant avec les besoins que vous avez par ailleurs évoqués, c'est-à-dire la cherté de la vie, le coût des denrées alimentaires, par ailleurs lié à toute une conjoncture que vous connaissez, qui est la conjoncture découlant de la guerre en Ukraine et d'un certain nombre de conséquences qui pèsent sur le panier de la ménagère. Donc, je ne vois pas d'incompatibilité entre saisir une opportunité de fabriquer des biocarburants, donc du carburant propre, à notre propre consommation et fin, et éventuellement pour l'exporter, ou le fait de laisser du carburant pas propre et polluant. J'ai du mal à comprendre le raisonnement. Vous êtes un peu comme ceux qui vont empêcher une certaine modernisation dans un pays sous prétexte qu'il y a par ailleurs des problèmes d'extrême pauvreté à régler. Mais on peut faire les deux en même temps, on peut avancer. Mais pourquoi pas un autre besoin, monsieur le ministre, au lieu de partir sur le carburant, partir sur l'électricité verte, par exemple? Non, je viens là-dessus. C'est une porte d'entrée, biocarburant. Après, on verra peut-être d'autres développements, mais on est déjà dans l'anticipation de quelque chose qui, pour l'instant, fait l'objet d'un début de production ou même pas. Donc, laissons faire les choses. Quand elles se mettront en place, on en verra les retombées. Moi, je répondais à l'apparente contradiction entre le fait que, parce qu'on aurait d'autres besoins à régler, on ne pourrait pas faire de biocarburant. Je pense que ce n'est pas antinomique. Bon, maintenant, vous évoquez la question des coopératives, de la nécessité de produire, que le président de la République, à bon droit, avait annoncé que l'agriculture au sens large serait la priorité du mandat qu'il exerce et pour lequel nous l'accompagnons, nous, les membres du gouvernement, depuis 2021. Bon, mon collègue de l'agriculture, le ministre Ngobo, met en place, et je pense que vous suivez tout ça, des choses qui ressemblent à des coopératives. Les zones agricoles protégées qu'il met en place quasiment une par mois. Et donc, il y en a déjà plein qui parsèment le territoire. C'est quoi? C'est justement des coopératives. On rassemble sur des sites productifs des populations locales. Voilà, on revient encore à la priorité d'emploi et de production donnée aux populations locales. On leur fournit les intrants et on leur amène les machines parce que c'est une production mécanisée avec des tracteurs. Et il en implante un peu partout sur le territoire national. Et ces gens, effectivement, développent des productions. Et c'est bien, ce n'est pas parce que ça s'appelle zone agricole protégée qu'il ne s'agit pas de coopératives, finalement. Ce sont des coopératives. Donc, ce que vous dites, justement, le gouvernement l'applique, le gouvernement le réalise. Peut-être pas au rythme qu'il faudrait, parce qu'il y a toujours des contraintes de moyens, de ressources. On ne peut pas tout faire en même temps et tout faire comme on veut. Et voilà, ça se fait, monsieur Abro, ça se fait. J'ajoute un point pour revenir un peu en arrière sur les carburants. Juste un petit point pour que nous nous comprenions. J'ai eu du mal à faire le lien entre le cours du pétrole que vous donniez d'un côté et puis cette affaire de biocarburant. Moi, j'ajouterais le point suivant. Vous savez comme moi que nous avons au Congo une seule raffinerie, la Coraf. Et qu'aujourd'hui, il y a une difficulté, c'est que c'est une raffinerie qui fonctionne, on ne va pas dire assez mal, mais enfin, elle n'est pas, c'est pas spectaculaire, hein, disons, son fonctionnement. Il y a des choses à améliorer. Mais il se pose le problème de raffiner nos produits pétroliers. Il y a même un projet qui est en cours de réalisation, à la demande du président de la République, c'est la construction d'une autre raffinerie qui va permettre une mise à disposition pour nos compatriotes. Là, on parle des carburants traditionnels, hein,
c'est-à-dire gasoil, essence classique, etc. Donc, le fait d'avoir une troisième offre, c'est-à-dire en plus des 2 carburants traditionnels et même du pétrole lampant et de tout ce qu'on veut, avec du biocarburant, je pense que nous enrichissons les capacités productives de notre pays, et on le fait de manière propre parce que ce sont des énergies qui sont des énergies non polluantes et qui correspondent à l'ADN du président de la République, qui est quand même considéré, que une certaine opinion le veuille ou pas, comme un des grands chefs d'État africains en pointe sur les questions d'environnement et d'écologie. Donc, moi, je pense que tout cela s'inscrit dans une cohérence, une logique qui va nous permettre de régler. C'est vrai qu'il y a cette deuxième raffinerie, mais ces biocarburants vont quelque part, à terme, nous permettre aussi d'éviter les pénuries que nous constatons tous et que nous décrions tous. Parce que si on a du biocarburant fabriqué chez nous et à foison, donc par définition qui est raffiné, ce n'est pas du carburant brut, c'est raffiné. Ce n'est pas du pétrole brut, c'est raffiné. Donc, nous sommes dans une logique où on va fournir sur le marché congolais un produit que nous produisons nous-mêmes du début à la fin et qui va peut-être permettre de contourner, de pallier les problèmes de pénurie que nous rencontrons assez régulièrement. Voilà, je ne saurais vous en dire plus, si ce n'est de vous dire, je comprends votre approche, qui est celle de dire qu'il faut renforcer la production agricole, et c'est ce que nous faisons, notamment à travers ce mécanisme des ZAP, mais qu'en même temps, on ne va pas rester l'arme au pied à attendre que la production agricole soit suffisante pour nourrir tout le monde, pour essayer de diversifier notre économie et proposer des services qui sont de haute valeur ajoutée pour nos populations, parmi lesquels le biocarburant. Voilà, excusez-moi d'avoir pris du temps, mais c'était vraiment pour essayer de répondre à votre question qui avait plusieurs sous-thèmes. C'était nécessaire, monsieur le ministre. Merci à vous. 2h45 d'émission. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et c'était nécessaire pour répondre à toutes ces questions, les inquiétudes des uns et des autres, et surtout pour avoir une parole officielle, pour pouvoir apaiser les choses et surtout mieux comprendre. Nous espérons, monsieur le ministre, que vous reviendrez de temps en temps nous apporter, participer à ce débat, à cet échange citoyens avec des compatriotes de différents horizons sur des questions d'actualité, des questions des Congolais. Avant de nous séparer, monsieur le ministre, je vous laisse le mot de la fin, s'il vous plaît. Écoutez, d'abord, je vous remercie infiniment pour m'avoir convié sur votre plateau. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer justement de ce type d'échange parce qu'ils sont suivis non seulement en direct par des milliers de nos compatriotes, j'espère en tout cas, je n'ai pas vos statistiques d'audience, mais en plus peuvent être revus ultérieurement et même saucissonnés, parce que j'espère que vous en arriverez aussi à cette possibilité par thème, de manière à ce que ceux qui n'ont pas forcément envie de revoir les 3 heures ou quasi 3 heures peuvent éventuellement, sur un thème qui les intéresse, que ce soit la lutte contre les bébés noirs ou le dossier rwandais, à voir ce qui les intéresse sur le sujet. Et donc, je vous remercie infiniment. Je profite de votre antenne pour annoncer ce que j'ai déjà annoncé ici à Brazza, c'est que face à l'importance des enjeux, à la complexité des questions, aux interrogations de nos compatriotes, voire ce genre de psychose qu'on évoque depuis tout à l'heure, le gouvernement, à la demande de la hiérarchie, c'est-à-dire du président de la République et du Premier ministre, a décidé de renforcer la communication en créant ce qu'on appellera la quinzaine du gouvernement, qui démarrera, on l'espère, d'ici la mi-juin. Et tous les 15 jours, le gouvernement, par la bouche du porte-parole que je suis, et éventuellement accompagné par les ministres sectoriels sur certaines questions techniques importantes ou qui soulèvent des polémiques comme celle-ci, eh bien, va balayer l'actualité des 15 jours qui précèdent et éventuellement tracer des perspectives pour les 15 jours suivants. Et ça permettra, si ce n'est de rétablir, comme on dit, l'Église et de la placer au centre du village, mais au moins d'avoir le point de vue institutionnel de l'État. Après, on peut discuter, on peut critiquer, on peut contester, ça c'est la liberté, c'est la démocratie. Mais nous avons décidé ce rendez-vous. Alors ça se passera comment ? Les journalistes vont être conviés dans une salle de presse que nous sommes en train de constituer pour ce faire. Et donc tous les 15 jours, nous aurons ce rendez-vous-là. Je ne sais pas pour les médias en ligne comme le vôtre, comment nous pourrions
nous assurer que vous soyez présents, parce que par définition, vous n'êtes pas là physiquement, je ne sais pas. Mais bon, c'est des choses qu'on peut voir en coulisses et évoquer ensemble. Voilà. Et merci beaucoup encore une fois. Merci pour m'avoir permis d'exprimer la position du gouvernement sur un certain nombre de sujets qui concernent nos compatriotes. Et je remercie les intervenants pour leurs compétences, leur capacité effectivement à rebondir quand ils ne sont pas satisfaits des réponses qui sont faites ou qu'ils veulent des compléments. Merci pour tout ça. Merci, Monsieur le ministre. Merci à vous tous qui nous avez suivis, très, très nombreux sur la Méduse, votre émission Le Bilan. À très bientôt et bon dimanche à vous. Au revoir. Vous m'entendez ?